seul sur un tas de tripes. C'est Jaurès vu par le polémiste Urbain Goyer. Un arriviste grossier dont le personnage était composé, à doses égales paraît-il, d'un pion et d'un rustre. Ça, c'est Jaurès vu par Georges Suarez dans son livre sur Briand en 1938. Une fille immonde, entretenue par l'Allemagne. Ça, c'est Jaurès vu par Maurras. À côté de tout cela, et en face, il y a les textes d'un homme qui ne devait pas aimer Jaurès cependant, qui aurait dû ne pas l'aimer, puisque c'était son adversaire politique, Maurice Barrès, qui éprouve comme une espèce d'attrait ou de fascination à l'égard de Jaurès, on le voit bien dans ses cahiers, et qui dit de lui « Ne me demandez pas de haïr Jaurès ». La génialité éclatait sur ce visage. Quand Jaurès est mort, Barrès écrit dans ses cahiers « C'était un être noble, oui, ma foi, c'était un grand homme ». Alors j'ai pensé qu'en face de ce destin qui s'est développé à travers une nuée d'orage, le destin de cet homme qui a fini assassiné sous la balle d'un assassin nationaliste, Raoul Villain, en 1914, j'ai pensé qu'il était utile d'essayer de voir un peu de près qui il était. Et je voudrais aujourd'hui, dans cette première émission, essayer d'en envisager le début de ce destin et l'entrée de Jaurès dans la politique. Eh bien, cet homme naît dans un milieu très simple. Ses parents sont très humbles. Son père était une sorte de colporteur, de marchand ambulant. Vous savez qu'il est né à Castres en 1859, sous Napoléon III, 11 ans avant la guerre franco-allemande. Sa mère, qui s'appelait Barbaza, s'était mariée à 30 ans. Elle avait une toute petite dot qui était constituée par une grosse maison, je veux dire une grosse maison basse, étroite du reste, qui s'appelait La Fédiale, et c'est dans ce petit domaine que l'enfant Jaurès va vivre. Tout petit domaine, 4 hectares. Ça rapportait un peu d'avoine, un peu de blé, quelques légumes, c'est là-dessus qu'on vivait, l'argent manquait beaucoup, mais on s'aimait, c'était un vrai foyer. Alors qui est-ce qu'il y a dans ce vrai foyer? Il y a 2 garçons qui sont très rapprochés, comme on dit l'un de l'autre, ils ont 11 mois seulement de différence. Il y a l'aîné qui s'appelle donc Jean Jaurès, et puis il y a son petit frère qui s'appelle Louis. Ces 2 enfants, on va les mettre assez rapidement au collège de Castres. Castres, c'est tout de même à 5 km de la Fédiale. Alors il fallait que ces petits-enfants fissent leurs 5 km le matin et le soir, ils emportaient un petit casse-croûte pour midi, 10 km tous les jours, à faire, quel que soit le temps. Aujourd'hui encore, on voit dans cette maison, près de cette maison de la Fédiale, qui restait telle qu'elle était, le petit escalier aux marches de terre sur lesquelles on avait posé des blocs de pierre pour les jours de pluie, et c'est là que passaient le petit Jaurès et son frère quand ils allaient à l'école à Castres. Ils s'entendaient bien, les 2 gamins, et le petit Jaurès aîné faisait répéter en marchant ses leçons au petit Jaurès cadet. Ils travaillent très bien dans leurs petites études, et on a un visage qui est toujours très intéressant. On possède un visage des 2 enfants, comme ça, 10 ans, 11 ans, peut-être même moins. Jean, qui est l'aîné, se redresse, il est fier, comme ça, devant l'objectif. Il a une petite figure sérieuse, on imagine qu'il suffit de lui ajouter un peu de barbe pour voir déjà la figure du futur tribun. Il y a là quelque chose d'appliqué, de consciencieux dans le visage qui fait assez plaisir. Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire, cet enfant? Eh bien, quand on lui demande, il dit qu'il veut être receveur des postes. C'était déjà une ascension sociale. Enfin, quand on voit que le père était un colporteur et que le fils serait un fonctionnaire, un receveur des postes, c'était pas mal. Mais voici ce qui va lui arriver. Pendant qu'il est en train de travailler à Castres, dans son collège, une inspection se produit. C'est un inspecteur d'enseignement secondaire qui s'appelait Deltour, qui venait donc de Paris. Monsieur Deltour interroge quelques élèves dans les classes et remarque l'élève Jaurès, dont le principal du collège, lui dit « Il est très remarquable, ce petit ». Alors il le fait parler et Deltour s'aperçoit en effet qu'il a en face de lui un garçon assez exceptionnel. Il va trouver le père, enfin il convoque le père Jaurès, il lui dit « Vous savez, votre garçon me paraît extrêmement doué, il pourrait faire des études secondaires et même supérieures, ce serait pas mal de songer pour lui au professorat. » Le père Jaurès accepte tout de suite, c'est M. Deltour qui va s'occuper d'avoir une bourse pour le gamin, si bien qu'à 17 ans, ayant passé très bien son baccalauréat, l'enfant Jaurès va être un petit étudiant parisien au collège Sainte-Barbe. 2 ans au collège Sainte-Barbe, travaille beaucoup, et au bout de 2 ans de préparation, il entre à l'école normale supérieure. Et il entre premier à l'école normale. Là, on a une deuxième photographie de lui, c'est la promotion, précisément la promotion de Jaurès, promotion qui comptait des personnages qui deviendront plus tard très importants, comme par exemple le cardinal Baudrillard, ou Bergson, le philosophe Bergson, qui était de la même promotion. Jaurès avait d'abord l'intention de faire du grec, la philologie, il avait même commencé le sanskrit. Puis au milieu de sa première année d'école, il se sent une vocation très caractérisée pour la philo, il a l'intention de préparer son agrégation de philo, et alors là, des paris s'organisent à l'intérieur de l'école normale pour savoir qui va être premier à l'agrégation de philo, puisqu'il y a 2 as, on peut dire, dans la promotion, c'est Jaurès et c'est Bergson. Ben, ça ne sera ni Jaurès ni Bergson qui sera premier à l'agrégation de philo.
Ça sera un nommé Les Bazeilles, dont plus personne n'a jamais entendu parler, mais les jurys, vous savez, ont quelquefois de ces discernements. Alors, en sortant juste de l'école normale supérieure, Jaurès est professeur, à 21 ans. Je dis en sortant juste parce que tout de même, aujourd'hui, quand on sort de l'école normale, on fait d'abord un service militaire. Mais dans cette époque préhistorique, les séminaristes d'une part et les normaliens d'autre part étaient exemptés du service militaire. Si bien que le petit Jaurès, le très jeune Jaurès de 21 ans, va être professeur à Albi. Pourquoi est-ce qu'il a choisi Albi? Parce que c'est la ville dans laquelle il y a un lycée qui est la plus proche de Castres, où sont ses parents, la filiale, quoi. Comme ça, il peut aller voir son père et sa mère le samedi, enfin pour les week-ends. Et puis avec le petit traitement qu'il a, il peut les aider parce que l'argent manque de plus en plus chez eux, étant donné que le papa Jaurès ne va plus bien du tout, qu'il est à demi paralysé. C'est en effet dès 1884 que M. Jaurès meurt. Alors Jaurès prend sa mère avec lui dans le tout petit appartement qu'il habite à Albi, continue à travailler sa philo, il a envie de préparer une thèse. Il a déjà l'idée de sa thèse. Ça s'appelle « De la réalité du monde sensible ». Cette thèse, il y travaille ardemment. Il a envoyé son sujet de thèse, il a envoyé un mémoire, une espèce de résumé à ses maîtres parisiens. On a trouvé ce résumé très remarquable. Il a été inscrit, comme on dit encore aujourd'hui même, sur la liste d'aptitudes à l'enseignement supérieur. Ça ne lui donne pas la possibilité d'avoir une thèse, je veux dire une chaire, ça lui donne la possibilité d'enseigner déjà comme maître de conférence. Si bien qu'à 24 ans, ce qui est un record, je vous assure, à 24 ans, il est sinon professeur, du moins enseignant, à la faculté de Toulouse. Il y a une lettre de lui à un camarade qui s'appelle Salomon, une lettre en 84, où il lui dit, tu sais ça, ma thèse avance bien, je pense que je vais la soutenir l'année prochaine, 85, or il ne la soutiendra qu'en 92, pourquoi? Parce que la politique va interférer dans ce destin. Alors là, il faut bien voir comment les choses se sont passées. Quelqu'un dont j'aurais vous parler dans un instant, un oncle de Jaurès, dira de lui plus tard, oh Jaurès, enfin mon neveu Jean, il était normalement attiré, viscéralement, par la politique. Il allait à la politique comme le canard va à l'eau. C'est pas vrai du tout. Voilà comment les choses se sont passées. C'était en vue des élections de 85 que le On a fait appel à lui dans la région de Toulouse. Pourquoi est-ce qu'on a fait appel à lui? Premièrement, parce qu'il était professeur à la faculté, qu'il avait une petite réputation locale, enfin à Toulouse, de type qui parlait bien, et surtout parce que le nom de Jaurès était déjà un nom connu dans le Tarn et à Toulouse, à cause de cet oncle auquel je viens de faire allusion. Cet oncle, il était amiral. Pendant la guerre de 70, il s'était battu, beaucoup d'amiraux avaient combattu sur le territoire, il avait fait partie de l'armée Chanzy. Cet homme avait été extrêmement courageux, il avait fait la fameuse retraite du Mans avec Chanzy, puis il était entré dans la politique. Il était devenu député à l'Assemblée nationale, il était devenu ensuite sénateur, et cet homme fait une carrière brillante, puisqu'il va même être ambassadeur à Madrid et à Saint-Pétersbourg, il deviendra ministre de la Marine, et comme il se trouve qu'il meurt étant ministre, ça lui vaudra des funérailles nationales. Donc le nom de Jaurès est un nom connu dans la région de Toulouse. Alors, en vue des élections de 1885, qui se font au scrutin de liste, les Républicains de Toulouse demandent à ce jeune professeur Jaurès, voulez-vous être sur la liste républicaine? Vous entrerez comme ça presque certainement au Parlement. Ben, Jaurès hésite. Il hésite beaucoup pour deux raisons qu'on connaît par ses lettres intimes. Primo, la politique lui fait un peu peur. Il a envie de faire une carrière universitaire. Je crois qu'il y a un peu sa mère derrière qui le pousse. J'aimerais mieux dire qu'il le retient. Qui lui dit, mais tu es fait pour une vie tranquille, pour écrire, pour faire des cours, et pas pour te jeter dans cette bagarre politique. Et deuxièmement, une raison bien moins connue, très noble, je trouve même puérilement émouvante. Il dit à son camarade Salomon, tu sais, faire de la politique, c'est grave parce qu'un homme politique conduit les autres hommes, dans une certaine voie qu'il trouve juste. Eh bien moi, avant de me mêler de faire de la politique, je voudrais avoir fini ma thèse, parce que dans cette thèse, je me pose des questions que je crois capitales. Alors écoutez ce qu'il écrit. Il dit ceci. Qu'est-ce que la matière? Qu'est-ce que l'esprit? D'où vient tout cela? Où va tout cela? Je voudrais pouvoir répondre à ces questions avant de faire de la politique. Je trouve ça un peu touchant parce que, savez-vous, enfin, je ne sais pas, moi, en Suisse, du moins en France, il y a beaucoup de gens qui font de la politique avant de savoir ce qu'il faut répondre à ces questions métaphysiques. Mais il est comme ça, Jaurès. Il voudrait avoir sa philosophie pleine et compacte avant de se lancer dans cette action. Tout de même, il y a un péril politique à ce moment-là. Il était républicain de tempérament. Ce péril, c'est une poussée royaliste très, très nette, très forte. Il accepte donc de donner son nom et il est élu. Je crois que c'est, oui, le 4 octobre 1885, il est élu, il est le plus jeune député de France. Il y a une légende sur l'entrée de Jaurès dans la politique. Cette légende, la voici. On nous dit que dans sa première législature, Jaurès a été un député du centre à peine teinté vers la gauche, en réalité un républicain très modéré,
et que vers 1889, à la fin de la législature, il s'est mis dans la politique d'extrême gauche chez les socialistes pour essayer de se faire réélire. Légende. Alors je vais vous en donner la preuve. C'est à dessein que je vous ai donné cette date il y a un instant. Le 4 octobre 85, il entre au Parlement. Le 8 avril 86, vous voyez que c'est pas longtemps après. Le 8 avril 86, il dépose un projet de loi. Projet de loi sur la Constitution sur l'établissement de retraite ouvrière. Et dans les considérants de son projet de loi, dans les justifications, il écrit « Ce sera un pas vers ce socialisme qui est la pensée de l'avenir ». Donc, dès 1886, Jaurès commençait à s'intéresser à ces problèmes. Qu'est-ce que c'était que le socialisme à ce moment-là en France? Pratiquement presque rien. Il n'y avait pas même 10 députés, il y en avait 9 à peu près, qui s'appelaient même pas des socialistes. On disait ça que c'était l'extrême gauche. Plus tard, en 1904, Jaurès parlera d'eux en disant que c'était des sectes agitées et fanfaronnes. Ces gens n'avaient pas de doctrine, mais Jaurès s'intéressait à eux parce que, dit-il, ils posent les vraies questions, qui sont d'ordre économique, qui sont des problèmes d'argent et de structure économique. Et en 1889, il va faire une interpellation sur les délégués mineurs, et si en 1889, il échoue dans sa circonscription, c'est précisément parce qu'on lui reproche d'être trop à gauche. Croyez-vous qu'il soit malheureux d'échouer? Eh bien, pas du tout, à cause de raisons privées. C'est le 22 septembre, c'est le 22 septembre 89 qu'il échoue, mais le 19 septembre, une petite fille est née dans son foyer. Il s'était marié en 86. Il était un peu triste de voir que sa femme n'était pas enceinte au bout de 2 ans de mariage. Dès qu'elle a été enceinte au début de la 89, il a fait les démarches nécessaires pour rentrer dans l'université. Tentation de l'égoïsme sacré, si vous voulez. Enfin, il veut s'occuper de son foyer, il veut redevenir professeur, si bien que son échec électoral le libère plutôt qu'autre chose. Le voilà donc qui est tout occupé chez lui à finir sa thèse. Il va la soutenir dans l'année 1892. Il fait une thèse complémentaire sur les origines spirituelles du socialisme allemand. Cet homme maintenant se constitue dans son identité intellectuelle. Il a l'impression du reste que les convictions politiques qui sont fermement les siennes maintenant sont comme la conclusion logique de sa pensée philosophique et je dirais même de sa pensée religieuse. Nous y reviendrons dans mon 3e entretien. Il ne se désintéresse pas pour autant de la politique. On lui a demandé d'être conseiller municipal de Toulouse. Il a accepté pour s'occuper de problèmes scolaires. Et c'est en 92, à la fin de l'année 92, qu'un déclic va se produire qui va le jeter de nouveau dans la politique la plus militante. Qu'est-ce que c'est? Il faut que je vous raconte en 2 mots. C'est l'affaire de Carmaux. Jaurès, bien entendu, avait entendu parler de grève. Il y en avait en masse en France. Il n'en avait jamais vu une de près. Et voilà que la grève de Carmaux va éclater dans des conditions qu'il faut que vous sachiez. La mine de Carmaux, 3000 mineurs, était à ce moment-là la propriété d'un seul homme, le marquis de Solage. Ce marquis de Solage, en même temps, s'était fait élire député parce qu'il pensait que pour bien gérer sa mine et pour en retirer tous les profits nécessaires, il était utile de surveiller un peu l'État afin qu'on ne l'embêtât pas. C'est pourquoi il était à la fois propriétaire de la mine et député. Les élections municipales avaient eu lieu au début de l'année 92 et les mineurs avaient élu pour maire de Carmaux un des leurs, un mineur, un ouvrier qui s'appelait Calvinac. Aujourd'hui, c'est pas extraordinaire en France qu'un ouvrier soit maire d'une ville. En 1892, c'était un scandale sans nom. Alors le marquis de Solage essayait de se débarrasser de ce maire mineur. Les maires ne touchaient aucune indemnité à cette époque. Par conséquent, pour être maire, il fallait qu'on puisse gagner sa vie par ailleurs. Alors pour le marquis de Solage, c'était bien simple. Il n'y avait qu'à congédier son ouvrier, il n'aurait plus de salaire, donc il ne pourrait plus être maire. C'est ce qu'il a fait. Seulement les 3000 ouvriers de Carmaux se sont mis en grève. Et on dit qu'ils ne redescendraient pas dans la mine tant que Calvinac ne serait pas réintégré. Alors des troupes sont venues de Paris, 1800 soldats, qu'on a envoyés pour contraindre les mineurs à descendre. Ils ne sont pas descendus, ils préféraient crever de faim. Jaurès a vu ça de tout près, Jaurès a fait des discours en l'honneur des mineurs, a fait des quêtes en l'honneur des mineurs, et quand à la fin de l'année 92, il y a une possibilité d'élection, je me trompe, c'est en janvier 93, quand il y a une élection locale, à ce moment-là, à cet endroit-là, Jaurès est sollicité par les socialistes, voulez-vous vous présenter? Il se présente, il est élu, 22 janvier 93. Voilà Jaurès de nouveau député. En 93, un mouvement énorme de socialisme à travers la France. Il y a un instant, je vous parlais de 85 où ils étaient si peu nombreux. En 93, ils sont 50 députés. Il y avait eu 90 000 voix dans toute la France. 90 000 voix socialistes ou socialisantes en 85. Il y a maintenant 1 million de voix socialistes. Est-ce qu'on pourrait appeler l'éruption de Jaurès, enfin, l'explosion de Jaurès, l'entrée de Jaurès dans la grande politique française? C'est son discours du 21 novembre 93. Ce 21 novembre 93, un nouveau ministère se présentait devant l'Assemblée. C'était le ministère Dupuy. Tous les ministères, quand ils se présentent, annoncent leur programme. Charles Dupuy, le président du Conseil, n'annonce pas de programme de réalisation, de programme positif.
Il annonce un programme de défense. Il dit vient de se produire au milieu de l'année 93 quelque chose d'infiniment dangereux, à savoir cette poussée foudroyante du socialisme. Nous sommes le ministère de la protection sociale. Nous nous donnons pour mission et pour but d'arrêter ces meneurs du socialisme. Alors c'est là où Jaurès bondit à la tribune et fait un des plus beaux discours de sa vie, enfin celui qu'il fera connaître. Il dit à Charles Dupuy, vous parlez de meneurs. Est-ce que vous voyez vraiment que c'est le souffle de quelques débiles poitrines humaines qui est capable de soulever une houle pareille à celle du socialisme mondial? Vous dites que vous êtes républicain, étrange conception de la République. Les meneurs, le vrai meneur, c'est l'idée républicaine. Un homme qui est vraiment un républicain, s'il est logique avec lui-même, doit aboutir à la pensée socialiste. Alors, puisque vous, faux républicains, vous désertez la politique républicaine, c'est nous socialistes qui la ferons, et vous serez obligés de vous battre contre nous avec le soleil dans les yeux.